Professeur Karine Lacombe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes infectiologue, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Nous allons parler de la progression de l'épidémie, à nouveau, de la situation des variants, de la vaccination. Commençons donc avec la situation, le fameux variant Delta qui sera majoritaire ce week-end en France. Ce n'est pas une surprise, il progresse. Oui, non, ce n'est pas une surprise du tout, puisqu'on sait quand même depuis quelques semaines, en fait, depuis que ce virus est apparu, qu'il est beaucoup plus transmissible que les souches précédentes, que les variants précédents. Quasi 60% de plus de risque de transmission. Et donc, ils prennent le dessus sur les autres variants, n'est pas du tout étonnant. Bien, on va revenir sur les variants, parce que j'ai des quantités de questions sur le sujet, mais est-ce que nous allons devoir faire face, maintenant c'est certain, à une quatrième vague ? On l'avait déjà plus ou moins anticipé. Ce qu'on ne savait pas, c'était son intensité et surtout quand elle allait arriver. Alors donc, quand cette quatrième vague est quasi certaine. Alors quand est-ce qu'elle va arriver? On pensait plutôt vers l'automne. Et vu le taux de transmission extrêmement élevé de ce virus, elle va de ce variant, elle va probablement arriver. Alors quand? C'est toujours difficile à dire parce qu'il y a quand même beaucoup de paramètres qui sont importants. Oui, probablement le mois d'août. Après l'intensité, c'est là où on a encore du mal pour l'instant à vraiment prévoir son intensité, puisque ça va vraiment dépendre de nos comportements à tous et puis surtout de l'accès à la vaccination. Voilà, de nos comportements et de la vaccination. L'intensité et puis on ne sait pas, l'intensité ça veut dire quoi? Ça veut dire la vitesse de transmission et ça veut dire aussi le nombre de patients qui vont se retrouver à l'hôpital ou en réanimation. Absolument. Parce que ce qu'on peut constater jusqu'à maintenant, c'est que c'est vrai que l'épidémie progresse, mais le nombre d'hospitalisations ne progresse pas. Non, effectivement. Alors, on dit que l'épidémie progresse, mais pour l'instant, on a fort heureusement un nombre de cas qui est assez faible en France. C'est vrai. Ce qui n'est pas le cas dans les pays qui nous environnent, mais en tout cas, en France, on a un nombre de cas qui est assez faible. En fait, c'est pas tellement finalement le nombre de cas de personnes infectées qui est important, c'est parmi toutes ces personnes infectées, lesquelles ne sont pas protégées contre les formes graves et donc risquent d'arriver à l'hôpital et de passer en réanimation. C'est vraiment ce pourcentage-là qui est le plus important et ce pourcentage-là est complètement lié au pourcentage de personnes vaccinées ou pas. On va y revenir parce que c'est le seul remède, si je puis dire, qu'on a aujourd'hui contre le virus. Pour l'instant, absolument, c'est le seul. Tout à fait, c'est le seul remède efficace de prévention contre les formes graves. Est-ce qu'on a rouvert trop tôt? Est-ce que, par exemple, parce que j'ai vu vos remarques à propos des discothèques, vous dites, mais non, nous avons pris un gros risque. Nous avons pris un gros risque en ouvrant les discothèques? Alors, je ne dirais pas qu'on a ouvert trop tard ce qui s'est passé en mai-juin, parce qu'à un moment donné, il faut tout de même, alors qu'on a une arme efficace de prévention qu'est la vaccination, il faut envisager un retour vers une vie qui est plus normale. La problématique des discothèques, c'est un peu différent. Évidemment, si on considère dans les discothèques qu'on va appliquer le pass sanitaire, alors là, oui, bien sûr, on peut rouvrir les discothèques à condition que ce soit géré avec le pass sanitaire. Par exemple, si je reprends par exemple le concert test qui a été fait à Paris, où on a appliqué les principes du pass sanitaire, on a vu que dans un espace clos avec plusieurs milliers de personnes, on n'avait pas un risque de transmission qui était plus élevé quand on applique les conditions du pass sanitaire. Rouvrir les discothèques avec l'application du pass sanitaire, pourquoi pas? Le seul problème pour l'instant, c'est que on sait que ce sont des zones où le virus va beaucoup se transmettre dans une population qui est actuellement majoritairement non vaccinée et que c'est ces personnes-là qui vont ensuite contaminer celles qui sont éventuellement à risque. Donc vous voyez que c'est quand même c'est une mesure à prendre. Il y a un risque avec un variant qui est très contagieux, une couverture vaccinale qui est sous-optimale. Oui, on prend un risque. Alors, est-ce que ce risque est calculé? Ça, c'est une question à laquelle les pouvoirs politiques peuvent répondre. Alors, le pass sanitaire, ce sera peut-être l'une des annonces du président de la République la semaine prochaine. Est-ce qu'il va étendre le pass sanitaire? En Espagne, je prends quelques exemples. En Espagne, le pass sanitaire n'est pas exigé. D'ailleurs, j'ai vu ne pas aller en Espagne, au Portugal cet été. Vous faites la même recommandation que le gouvernement? Peut-être un peu maladroite, mais... Oui, je pense aussi que c'est compliqué. Enfin, c'est maladroit. Je pense que probablement pas... Mais le pass sanitaire, tiens, je prends un autre exemple. Le Canada, les touristes non vaccinés ne sont plus autorisés au Canada. Absolument. Est-ce qu'on devrait faire la même chose en France?
il est évident que le pass sanitaire est une des mesures qui pourrait nous permettre de juguler l'épidémie. Donc, vous seriez favorable à un durcissement du pass sanitaire? Ah bah bien sûr, à l'élargissement de l'application du pass sanitaire, tout à fait. C'est-à-dire quelle extension, quel élargissement? Bien dans tous les endroits qui reçoivent du public et où on est au risque de transmettre ce virus qui est très transmissible. Dans ces endroits que celles et ceux qui sont vaccinés? Alors attention, le pass sanitaire, ce n'est pas que la vaccination. Non, je sais, mais... C'est un dépistage précoce, une preuve d'infection de moins de 6 mois, ajoutée à la vaccination. Mais ça élargit quand même de façon très importante le nombre de personnes qui peuvent être couvertes par ce pass sanitaire. Donc oui, l'appliquer, bien sûr. L'appliquer, dans un restaurant, dans un bar, l'appliquer. Mais bien sûr, on est dans des conditions en France où, depuis 1 an et demi, on vit quand même sous cloche à cause de cette pandémie. On a maintenant des moyens pour combattre cette pandémie et retourner à la vie normale. C'est quand même extrêmement... Ça nous interroge, nous, sur nos comportements, de se dire qu'on a ces moyens, mais qu'on ne va pas les appliquer, alors que depuis 1 an et demi, on ne sait pas comment se sortir de cette pandémie. Donc, il faut quand même être logique. On a des moyens, on les applique, et on espère retourner d'ici quelques mois une vie plus normale. Dans un restaurant, on présente son pass sanitaire. Tout à fait, bien sûr. Sinon, on n'entre pas. Absolument. Karine Lacombe. On peut aller jusqu'au bout, effectivement, jusqu'au bout des choses, bien sûr. Je vais revenir sur la vaccination, donc, mais parlons des variants un peu. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Alors, je ne vais pas réciter l'alphabet grec, je le connais. Il y a 24 lettres d'alpha, oméga dans l'alphabet grec. On va y passer, là. On va passer toutes les lettres si ça continue avec tous ces variants divers et variés. C'est sans fin ou quoi ? Karine Lacombe. La vie d'un virus, c'est de modifier sa structure en fonction de l'hôte, c'est-à-dire l'être humain, et éventuellement en fonction des traitements. Donc ce n'est pas très étonnant que le virus se modifie. Donc, créer de nouveaux variants. Après, le problème avec les variants, c'est que certains ne posent pas de problème, et on en a eu beaucoup, jusqu'à peu près septembre-octobre l'année dernière. Il y a eu des variants qui n'avaient pas de caractère particulier. Et puis, depuis octobre-novembre, ces variants se sont habitués à l'humain, ont cherché à dépasser les défenses immunitaires de l'hôte et sont devenus plus contagieux, et pour certains d'entre eux, sont devenus plus pathogènes, c'est-à-dire entraînent des formes qui sont un peu plus graves. Oui, vous connaissez déjà les variantes zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, lambda, oui. Oui, absolument. On en est déjà à lambda. Oui, on en est déjà à lambda. Non, pas encore, mais ça risque d'arriver, oui, tout à fait. Est-ce que... j'ai plein de questions sur les variants. Pourquoi ne peut-on pas identifier à l'avance les mutations du virus? C'est une question que je me suis posée. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas savoir la recherche? Je sais que le monde entier, la communauté scientifique mondiale travaille sur ces variants. Il y a d'ailleurs un travail scientifique en commun qui est absolument extraordinaire, qu'on ne souligne pas suffisamment, me semble-t-il. Mais pourquoi ne peut-on pas donc identifier à l'avance les mutations du virus? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on commence à pouvoir? On peut les supposer. En fait, in vitro, c'est-à-dire dans le tube à essai, oui, on peut créer des conditions favorables au développement de certains variants. Après, il faut savoir que certaines mutations sont délétères pour le virus. Quand elles apparaissent, le virus ne peut plus se multiplier et le virus meurt de lui-même. Donc, certaines mutations, oui, effectivement, in vitro, dans le tube à essai, on peut les créer. Après, savoir si ces variants-là vont vraiment émerger et devenir et prendre une place importante dans la circulation, dans la circulation virale de façon globale, ça, c'est un peu plus compliqué. En revanche, on arrive à déterminer le moment où le variant est apparu. Donc, quand on applique ce qu'on appelle des techniques d'horloge moléculaire, on arrive à retourner un peu dans le temps et à se rendre compte à quelle date, probablement, le virus est apparu. Ça va permettre de prédire les mutations et de pouvoir alerter, par exemple? Alors, ça pourrait, dans une certaine mesure, oui. On pourrait suivre l'évolution. On pourrait suivre l'évolution naturelle du virus? Absolument, on peut suivre, on peut prévoir à partir du moment où on connaît la force, la virulence de ce virus, c'est-à-dire sa capacité à se multiplier et à se transmettre d'un individu à l'autre, on peut prévoir à partir de quel moment il va devenir majoritaire. Et plus un virus est virulent, c'est-à-dire que plus qu'il se transmet de façon rapide et importante, plus sa proportion dans les souches circulantes va devenir importante, et rapidement importante. Les variants,
menace-t-il d'amplifier et de prolonger longtemps la pandémie? Est-ce que nous allons vivre parce que ça fait quand même un moment que nous vivons avec ce virus. Est-ce que nous allons vivre en permanence avec ce virus comme nous vivons avec le virus de la grippe? On sait maintenant que le virus ne disparaîtra pas. Contrairement pas. Le virus ne disparaîtra pas. Le virus va chercher à s'adapter à l'homme. Il a déjà beaucoup, beaucoup, hein. Exactement, il a déjà beaucoup muté depuis plusieurs mois pour s'adapter à l'homme. On voit en revanche qu'avec les vaccins, on peut vivre avec le virus sans forcément qu'il nous rende malades. Donc, il y a un moment donné où on aura une immunité globale, collective, on en parle depuis longtemps, de cette immunité collective, qu'on pourrait atteindre de façon beaucoup plus rapide avec la vaccination et qui nous permettra de vivre avec ce virus comme on le fait avec plein d'autres virus. Oui, mais nous allons peut-être être obligés de nous faire vacciner régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans. Regardez, on parle déjà de 3e dose. Peut-être. Là, je pense qu'il est encore trop tôt pour dire si vraiment il va falloir qu'on ait une revaccination régulière, mais très certainement qu'à un moment donné, si on voit que le virus a beaucoup muté et que les vaccins ne sont pas aussi efficaces, peut-être qu'il faudra d'autres doses. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. Oui, donc c'est un peu tôt. Ce que dit le Premier ministre... Pour l'instant, vaccinons-nous avec ce qu'on a. Ce que dit le Premier ministre est un peu rapide quand même. Une troisième dose déjà pour les plus vulnérables, les défenses immunitaires. Alors attention. Là, on parle d'autre chose. Quand on parle des plus vulnérables, on est déjà à la 3e dose. Bon. Mais la 3e dose du même vaccin. Quand on parle de 3e dose, en général, c'est une 3e dose avec un vaccin qui a des caractéristiques différentes de celui qu'on utilise déjà. Actuellement, pour les patients immunodéprimés, en particulier les patients transplantés ou les patients qui prennent des traitements qui abaissent les défenses immunitaires, ils ont déjà accès à la 3e dose pour augmenter le pourcentage de réponse à la vaccination. Oui, 3e dose, pour l'instant, les États-Unis disent non à une 3e dose. Pour l'instant, c'est trop tôt. Les Américains disent non. Tiens, à propos de vaccination, 99,2%. J'ai vu ce chiffre intéressant. 99,2% des Américains morts du Covid au mois de juin n'étaient pas vaccinés. Tout à fait. C'est une très bonne leçon qui montre que quand on est vacciné, même si on s'infecte déjà moins, mais on peut quand même continuer à s'infecter. Et donc, même quand on s'infecte, on ne fera pas de forme grave. C'est extrêmement important comme message. Est-ce que la vaccination a encore une fois ralenti une nouvelle fois? Il y a des pics d'accélération et puis ça ralentit. Pourquoi? Est-ce que le gouvernement attend trop? Est trop attentiste avant de prendre des... Est-ce qu'il a été trop attentiste? Allez-y, Karine Lecomte. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que le gouvernement aurait dû décider déjà, je ne sais pas moi, de la vaccination des soignants, des personnes qui sont avec les plus fragiles, je ne sais pas, de la vaccination globale, générale de la population? Non, nous les scientifiques, on n'est pas là pour dire au gouvernement ce qu'il doit faire. On est là pour informer le gouvernement. Vous écrivez des tribunes ensuite, quand même. Oui, mais on informe le gouvernement. On leur dit la vaccination des soignants, avec les épidémies nosocomiales qu'on a eues ces derniers mois, protéger les soignants pour eux-mêmes également, protéger les personnes hospitalisées des soignants potentiellement infectés. Maintenant qu'on a un outil de prévention qui est extrêmement efficace, oui, il faut aller jusqu'au bout, bien sûr. C'est très important que les soignants se vaccinent. Donc il faut rendre obligatoire cette vaccination. Absolument. Les soignants ont eu 6 mois pour prendre le temps, s'informer, accepter l'idée de la vaccination pour les plus réticents. À partir du moment où on continue d'avoir des épidémies nosocomiales et qu'on continue d'infecter les plus fragiles d'entre nous, quand c'est un soignant qui en est responsable, c'est pas admissible. Donc oui, la vaccination obligatoire des soignants, je pense qu'on est tous, on a eu un consensus, mais qui est arrivé un peu tard. Les soignants ne doivent pas être non plus les boucs émissaires. Non, bien sûr. Les boucs émissaires de la situation. Parce tout à fait. On doit préparer la rentrée scolaire. Vous disiez tout à l'heure que le pic arrivera plus vite que prévu. Probablement au mois d'août. La rentrée scolaire, c'est début septembre. Est-ce qu'il faut rendre obligatoire la vaccination de tous les personnels qui interviennent dans les écoles, collèges et lycées? Vous savez, quand on rend obligatoire quelque chose, il faut pouvoir être sûr des conditions d'application de ce qu'on rend obligatoire. Autant rendre obligatoire la vaccination pour les soignants, c'est possible. On l'a déjà avec d'autres maladies, comme l'hépatite B. En revanche, rendre la vaccination obligatoire pour d'autres catégories de population en France, ça semble adulte. Ça semble quand même extrêmement compliqué d'appliquer de nouvelles mesures. Donc là, je pense qu'il faut surtout faire preuve de pédagogie
et continuer sur ce chemin qui est un chemin harassant, mais qui est important. Les maires ruraux demandent la vaccination obligatoire pour tous. Vous aussi. Vous êtes favorable à la vaccination obligatoire pour tous les plus de 12 ans? Dans un monde idéal, on aimerait que tout le monde soit vacciné. Alors, dire ensuite qu'il faut rendre obligatoire la vaccination pour tous, c'est assez facile. Mais de nouveau, les conditions d'application me semblent impossibles à mettre en place. Et d'ailleurs, il n'y a actuellement aucun pays au monde qui a rendu la vaccination obligatoire dans toute sa population. Il y en a un. Lequel? Les îles Fidji. Oui. Et aux îles Fidji, pour travailler... Petit territoire quand même. Aux îles Fidji, il faut être vacciné. Alors attention. Alors, ça montre bien que c'est une obligation vaccinale de fait. En passant par le pass sanitaire, on serait aussi dans une obligation vaccinale de fait. Si la grosse majorité des activités en collectivité demandent l'application du pass sanitaire, on n'est plus dans une obligation de droit qui est à mon avis difficile à mettre en place, voire impossible. En revanche, on est dans une obligation de fait. Et là, oui. Mais pour travailler, on pourrait être vacciné. Ça serait... Bon. Karine Lacombe, en réanimation, à l'hôpital Saint-Antoine, votre hôpital, y a-t-il des malades du Covid doublement vaccinés? Alors non, il n'y a pas... Dans tous les cas qu'on a eu hospitalisés, je mets de côté les patients immunodéprimés qui ont été vaccinés, évidemment, mais dont on sait que la vaccination marche mal. En revanche, quelqu'un qui n'est pas immunodéprimé, on n'a eu aucun cas dans mon hôpital de personnes doublement vaccinées, hospitalisées en médecine ou en réanimation. Mais ce qui prouve l'efficacité du vaccin. Ça reflète les chiffres en Angleterre, ça reflète les chiffres aux États-Unis. Aux États-Unis. J'ai une autre question. Si j'ai dépassé le délai recommandé pour la seconde dose, que dois-je faire? Faire cette deuxième dose au moment où on peut le faire. Oui. Même si le délai est dépassé, la réponse vaccinale sera malgré tout bonne. Et il vaut mieux être doublement vacciné, même avec un délai allongé, que vacciner une seule dose. Que là, pour le coup, on est beaucoup moins protégé et on peut s'infecter. Et on a eu des patients hospitalisés avec une forme sévère qui n'avaient eu qu'une seule injection. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'opposition au vaccin est devenue politique? En partie politique? Non? Je pense que oui, il y a beaucoup de postures. Il y a beaucoup de postures politiciennes? Oui. Je pense, oui. Parmi les opposants au vaccin? Bien sûr, oui, parce qu'on sait que pour avoir de l'audience, il faut être disruptif. Dans notre société actuelle, malheureusement, pour avoir de l'audience, il faut être disruptif. Et un discours qui est décalé par rapport au discours dominant aura tout le temps beaucoup plus d'audience qu'un discours dominant, même quand ce discours dominant est raisonné. Donc oui, c'est beaucoup d'effets de posture. Autre chose, beaucoup de tests PCR ou autres de confort. De confort. Au lieu d'aller à la vaccination, on va chez le pharmacien, on fait un test rapide et puis on est tranquille, on sort ou on voyage. Est-ce qu'il faut encore rembourser ces tests? Franchement. C'est vrai qu'en France, je vous coupe. Je rappelle ce chiffre, Karine Lacombe. Hier, à votre place, était là le ministre de l'économie et des finances. Ça coûte 400 millions d'euros. 400 millions d'euros par mois. 5 milliards d'euros par an. Ça coûte à notre pays, à la sécurité sociale, donc à nous tous. Je pense que la population française ne se rend pas compte la chance qu'on a tous de vivre dans un pays comme la France où l'accès aux soins, incluant les tests PCR, nous semble gratuit. Alors évidemment, ce n'est pas gratuit, c'est l'État qui paye. L'État qui paye, c'est nous. Mais au final, n'importe qui peut effectivement faire autant de tests PCR, autant de tests antigéniques qu'il le veut. Ce n'est pas du tout le cas dans n'importe quel pays au monde, même chez nos voisins européens. Et c'est vrai que cette sensation de facilité d'accès gratuit, entre guillemets, peut parfois donner place à des abus. Donc probablement qu'il faudrait réglementer ça. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause l'accès au dépistage pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Évidemment. Les gestes barrières restent indispensables, Karine Lacombe, bien sûr. J'ai une autre question parce que beaucoup se la posent. Est-ce qu'une résistance partielle au vaccin actuel est inévitable? Franchement. Alors une résistance, c'est un mot un peu fort, une baisse d'efficacité. Donc effectivement, sur ce fameux variant Delta, originaire de l'Inde, mais qui maintenant est le variant dominant quasi partout, les vaccins semblent un peu moins efficaces. Mais attention, ils semblent un peu moins efficaces sur la prévention de la transmission, peut-être un petit peu sur les formes graves, mais il reste quand même beaucoup
enfin, très très efficace. Donc oui, il faut très, vraiment très efficace. pas croire qu'on a une résistance au vaccin et que les choses sont perdues. Et puis dernière chose, hein, aujourd'hui, vu l'extension, la diffusion de cette épidémie, en fait, cette pandémie, c'est l'humanité. C'est l'humanité qui est attaquée. L'humanité tout entière. Donc, quoi ? Il faut rendre absolument accessible la vaccination à l'ensemble de la planète, Karine Lacombe. Ah ben là, vous touchez un point qui est extrêmement sensible, où on voit Oui. qu'on vit sur une planète où tout le monde est interconnecté. Oui. On ne peut pas, nous, les pays du Nord, penser qu'on se sortira de la pandémie en laissant les pays du Sud s'enfoncer dans la pandémie. C'est vraiment un effort qui est global. J'ai participé à la rédaction d'une tribune, Oui, justement, je qui l'ai a vu. appelé ce week-end à la levée des brevets pour rendre l'accès à tous les vaccins disponibles dans l'accès large à tous les vaccins dans le monde entier. Je pense que c'est une étape qui est absolument importante, qui est absolument fondamentale, bien plus qu'importante, qui est fondamentale. Et c'est vraiment la solidarité entre les nations qui nous permettra à nous de faire face à cette pandémie qui nous touche tous. C'est un point vraiment crucial. Merci Karine Lacombe d'être Merci à vous. venue nous voir ce matin. Il est 8h55. Vous êtes sur RMC et BFM TV.